Eh ben, c'est vraiment reparti à fond le concept, on tue un personnage important tous les épisodes, hein. Ça fait genre quoi, 4 ou 5 épisodes que c'est comme ça, qu'il y a un personnage un peu important qui meurt, chaque épisode. Ça prend plus de pause par rapport à ça, mais bon, peut-être que ça va se calmer. En tous les cas, ouais, c'est un épisode de mise en place majoritairement de la nouvelle situation, parce que un truc que j'ai bien apprécié à la fin de la saison précédente, c'est que vraiment il y a tout un changement, vraiment un tout nouveau début d'arc qui se présente pour la plupart de ces personnages, et donc c'est cool de voir ça. On va commencer avec celle qui n'a pas eu de début d'arc en fin de saison précédente, Daenerys. Et certains problèmes que j'ai avec ça, pas énormes, mais certains problèmes que j'ai avec ça, déjà par rapport au fait que il y a un type, il y a une confrérie de gens qui sont pas contents de son accession au pouvoir, et pour ça, ils décident de s'en prendre à un des immaculés, hein. On se centre un tout petit peu sur un immaculé qui vient voir une prostituée, pas tellement pour faire l'amour, mais pour sentir une présence réconfortante, et c'est dans ce moment-là qu'il se fait égorger de façon super traître par un énième type mystérieux qui porte un masque un petit peu flippant. Ça, c'est le genre de truc, ça fait toujours son petit effet, ça, hein. Il y a le petit masque flippant qui va avec le fait qu'il est mystérieux, il se cache de quelque chose. Bon, après, je sens que ça va pas être un grand mystère non plus, hein. Je pense pas que ça va être un personnage surprise qu'on est censé connaître. Mais si ça se trouve, ouais, si ça se trouve, on va être super surpris, ça va être quelqu'un qu'on connaît. Ça se trouve, c'est Jorah. Il s'est dit merde, elle veut pas de moi, bah je vais la faire chier. J'espère pas une seule seconde quand même, quand même. Et ouais, donc elle est pas contente, Daenerys, parce que voilà quoi, on écoute, on se rebelle vraiment face à elle de façon assez violente et ça lui plaît pas, donc elle décide de mettre en place quelque chose pour attirer cette espèce de confrérie qui est contre elle, en disant tiens, on va lui l'enterrer avec les honneurs, ce type s'appelait Rablan, un truc comme ça, de façon à attirer le serpent, et je sais pas, peut-être qu'on verra la suite par rapport à ça, parce que c'est pas ce sur quoi on va se pencher dans le reste de son segment. On va se pencher sur le fait que Dario revient de sa campagne et a enfin amené la paix à Yunkai pour de bon, semble-t-il. Ils ont mis en place des espèces de conseils pour diriger, composés d'affranchis et d'anciens maîtres, donc ils essayent de faire un mélange un peu plus juste et équitable. Et un des trucs qu'ils veulent, quand même, un espèce de compromis qu'ils veulent, c'est rouvrir les arènes qu'il y avait avant, que Daenerys a fait fermer parce qu'elle trouve que c'est barbare d'assister à du combat mortel jusqu'à la mort entre des esclaves qui pour elle n'ont rien demandé. Seulement voilà, c'est semble-t-il quelque chose qui semble rallier les gens, la quasi-totalité des gens, parce que ouais, le même principe de base qu'on connaît depuis l'Antiquité, hein, offrez-leur du pain et des jeux, le peuple sera heureux. Ce genre de choses, c'est leur internet, ça, hein, c'est leur série Netflix, hein, les arènes, c'est le truc qui les distrait bien. Donc, c'est ce genre de choses qui peuvent pas laisser tomber comme ça dans ces temps-là. Et Daenerys a beaucoup de mal, quoi. Elle veut vraiment pas. Mais Dario finira par lui faire comprendre qu'elle doit être un peu plus leste. Et vous savez quoi? J'en ai dit du bien à chaque fois, mais ça commence à devenir un peu redondant, ça. Genre, je suis buté par rapport à mes principes, etc. Et j'arrive pas à faire le compromis par rapport à ça. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient lui dire, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça. Il faut apprendre à faire des concessions dans le changement. Et elle se dit, ah ok, très bien, j'arrive à comprendre ça. Quand ça tombe plusieurs fois d'affilée au fil d'une demi-douzaine d'épisodes, je vous cache pas que ça commence à devenir un petit peu redondant, hein. Mais bon, il raconte ça parce que lui, il a été esclave aux arènes, c'est quelqu'un qui s'est battu aux arènes, et ça lui a apporté quelque chose, donc il reconnaît que ça peut apporter du bon, même si ça reste beaucoup moins puissant, beaucoup moins convaincant comme justification que celle qu'avait donnée Jorah pour la convaincre de raisonner les maîtres plutôt que de les tuer tous, les anciens esclavagistes. Donc, ouais, quoi, ça fait très répétitif par rapport à ce qu'on a déjà vu, ça. Et le dernier conseil qu'il lui donne, Dario, parce que ouais, j'en ai pas parlé, mais ils sont bel et bien amants
Ça c'est dit. Hein, c'était un petit peu pas super clair la dernière fois qu'on les a vus ensemble, mais là apparemment c'est bon, hein, c'est clair, ils couchent ensemble. Hein. Je sais pas si ça veut aller plus loin que ça, mais ils couchent ensemble, ça c'est sûr, c'est clair, c'est carré. En tous les cas, le dernier conseil qu'il lui donne, Dario, c'est de se faire vraiment respecter, de montrer sa puissance, et la meilleure chose à faire c'est de rester fidèle à son titre. C'est la mère des dragons, la reine mère des dragons. Où sont tes dragons? Et ouais, c'est là qu'elle décide de le prendre au mot en disant ouais, il faut que je reconquière mes dragons qui me réobéissent, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ça risque d'être un exploit difficile à accomplir, et je me demande comment, si ils le feront déjà, mais comment ils arriveront à mettre en place le fait que ces dragons la re-respecteront, si ça se fait. Voilà, je suis un peu impatient de voir ça. Mais c'est clair et net que si c'est juste pour avoir quelques petits moments et qu'au bout du compte, elles doivent les sacrifier, les laisser filer parce qu'elles ne peuvent plus les contrôler, ce serait frustrant, hein, ce serait frustrant. Il devrait y avoir un moyen, je pense, pour qu'elle les reconquiert, qu'elle puisse faire en sorte qu'ils la réécoutent. Bon, on verra un petit peu comment elle gérera ça, parce que c'est là que ça se termine. Elle essaye rapidement de les approcher, mais ils sont beaucoup trop agressifs. Ils ont encore beaucoup grandi depuis la dernière fois. Chaque fois qu'il se passe une ellipse d'une semaine ou deux, à chaque fois, ils grandissent de 50 cm à 1 mètre, cela. Bref... C'était pas trop mal, il y a des choses qui commencent à devenir un petit peu redondantes là-dedans, je le cache pas, et ça a moins de poids qu'au début, c'est vrai, mais bon, si vous jonglez bien, si vous gérez bien cette histoire de reconquête des dragons, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être sympa. Bien, du côté de Jon Snow, on a la suite... de ce qui s'est passé. Maintenant, le fort est en sécurité, maintenant que l'armée de Stannis est là, et on voit qu'il continue un petit peu à faire son rôle d'entraîneur, en entraînant Olly, voilà, le garçon qui est là depuis plusieurs épisodes, en essayant de lui inculquer les bases du combat pour bien savoir se défendre. Donc, à nouveau, c'est normal qu'il n'ait pas de ressenti, de grand ressentiment contre lui, puisque... s'il était un peu obligé de faire ce qu'il a fait, quoi, s'il l'avait pas fait, il y avait de très fortes chances. C'était quasi certain qu'Ygritte l'aurait tué, Jon Snow, donc c'est cool de montrer qu'il n'a pas de grand ressenti contre lui, qu'il est conscient que ben, c'était voué par le destin, et c'est pas juste lui, Olly, le responsable. C'est cool ça. Enfin bref, il y a un petit aussi échange, dialogue entre Sam et Vert qui a un peu peur pour elle maintenant que Stannis est dans le coin et qu'elle soit mal considérée. C'est là que Stannis fait quémander Jon Snow pour une petite discussion par Mélisandre. Donc il y a un petit moment entre Mélisandre et lui. J'ai le sentiment qu'elle s'intéresse de façon un peu particulière à Jon Snow. Et alors, j'aurais quelques petites idées rapides comme ça qui me viennent en tête, mais rien de très réfléchi pour ça. Mais apparemment, il y a un truc spécial chez Jon Snow pour elle, quoi. Et à un moment donné, elle lui demande hey, est-ce que vous êtes vierge? Je dis non, ah tant mieux. Et je sais pas pourquoi elle fait ça sur le principe. Est-ce qu'elle comptait le sacrifier? Genre, ah, s'il est vierge, il y a moyen de le sacrifier pour faire de la magie avec son sang. Mais maintenant qu'il est pas vierge, je peux pas le faire, tant mieux, il est beau gosse, je sais pas. À nouveau, j'ai quelques petites idées, mais vraiment très rapides. J'ai pas envie de les partager tout de suite. On verra si ça se confirme dans de futurs épisodes. Voilà, je sens qu'il y a un truc un peu spécial entre Mélisandre et Jon Snow, quoi. C'est pas juste deux étrangers comme ça, il y a peut-être un truc particulier. En tous les cas, Stannis discute avec Jon Snow pour discuter du fait que maintenant que c'est conquis, ils doivent se charger de Lord Bolton, qui a pris donc la conquête du Nord, et donc c'est leur prochaine cible. Et pour ça, il a besoin de plus de soldats. Et alors c'est le truc avec lequel j'ai un peu de mal, parce que merde, ton armée a réussi à défaire 100 000 sauvageons, 100 000 hommes du peuple libre. Alors, je veux bien croire qu'ils étaient désorganisés, etc., et que ça vous a aidé, mais si vous avez une armée suffisamment puissante pour battre 100 000 sauvageons, qu'est-ce qui manque dans votre armée pour vous attaquer à Bolton, quoi? C'est genre pour avoir un peu plus de sécurité, genre j'ai envie d'en avoir un peu plus parce que ce serait plus pratique. Parce que c'est pas comme ça qu'il le présente, hein. Il dit bien j'ai besoin de plus d'hommes pour arriver à le battre. Bon, c'est un détail. Et le truc c'est que ouais, il a envie d'engager les sauvageons à ses côtés, et pour ça il faut que Mance ploie le genou devant lui et
et se rendent, quoi, hein, le reconnaissent comme le vrai roi. Et demande à Jon Snow de le convaincre parce que il est un peu buté à ce niveau-là, il ne veut pas se plier le genou devant lui. Et ouais, il a beau venir lui parler et lui conseiller vraiment de se rendre parce que ça lui permettra de sauver la vie de ses hommes, Mance a des contre-arguments qui sont pas mal. C'était un bon échange entre ces deux-là où il dit c'est pas une question d'orgueil si je veux faire ça, c'est parce que si j'ai réussi à les unir, c'est en montrant que je n'étais pas faible. Alors que si je leur montre que je suis faible, au bout du compte, ils seront plus unis et tout ce que j'aurais mis en place, ce sera totalement gâché. Voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Et en dépit du fait que ça lui fait pas plaisir une seule seconde d'être brûlé vif s'il refuse, il se dit merde, je vais refuser jusqu'au bout. Je ne plierai pas le genou devant lui. Et ouais, c'est ce qu'il fait, quoi. Il se présente en disant ouais, j'espère que vous allez gagner votre guerre parce que bon, j'ai conscience que vous serez sans doute plus un meilleur roi que pas mal d'autres qui vous ont précédé. Alors, je peux reconnaître ça, Stannis pourrait tout maintenir du poigne de fer. Après, ça me foutrait les jetons, parce que il suit une religion assez... pas très encline à accepter les autres religions, vous voyez donc... je sais pas, ça me ferait un peu peur qu'il soit sur le trône, celui-là. Enfin bref, je vous souhaite bonne chance, mais je vais pas... me courber devant vous, et c'est là qu'il se fait brûler vif, et que Jon Snow, dans un élan de compassion, parce qu'il a du respect pour ce type, décide de ne pas le laisser souffrir comme ça, et de lui décocher une flèche en plein cœur pour qu'il meure vite. Alors je sens que ça va amener quelques petits conflits par la suite, mais ouais, c'était un moment de défiance un peu sympathique de la part de Jon Snow, qui montre pour la dernière fois son respect envers Mance. C'est pas mal. Alors, est-ce que ça l'amènera à devenir genre une sorte de nouveau leader pour le peuple libre d'Outre-Mur? Nous verrons, peut-être, peut-être pas, j'y crois moyen. Mais bon, c'était pas trop mal. En dépit de quelques petites facilités comme quoi, j'ai besoin de plus d'hommes. Genre, t'as battu 100 000 hommes, t'en as pas besoin de tellement plus que ça. Si t'as réussi à battre 100 000 hommes, tu devrais battre Bolton sans trop de problèmes, je pense. Enfin bon, c'est un détail. Du côté de Baelish et Sansa, on va résumer ça rapidement. Ils ont confié Robin à un de ses lords, Lord Royce, si je me souviens bien, qu'on avait vu donc il y a quelques épisodes de ça dans la saison précédente. Alors je ne sais pas si on l'avait vu dans la première saison, parce qu'il a dit qu'il était une connaissance un petit peu... un peu proche des Dards, c'est pas impossible qu'on l'ait vu avant. En tous les cas, ouais, il lui confie Robin pour qu'il s'entraîne un petit peu et devienne un meilleur dirigeant. Même si pour l'instant il a pas l'air de se débrouiller très bien, mais bon, un gamin pourri gâté, il devient pas un grand dirigeant l'espace de quelques jours. Enfin bon, il le laisse là et ils partent. Direction autre part que les Airiers. Il a été un peu nébuleux par rapport à ça, Baelish. Il dit je vais vous emmener quelque part là où même Cersei ne pourra pas vous faire de mal. Et c'est là que je me dis peut-être qu'il essaye de partir direction là où se trouve Daenerys, à Myrine. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui va partir direction Myrine dans cet épisode. Donc ouais, peut-être que c'est ça, nous verrons bien. Bah, ce serait cool parce que ça ferait beaucoup de regroupements et ce serait sympa. Enfin bref, ouais, on voit aussi rapidement Brienne à côté qui loupe de peu la petite carriole qui les transporte. Elle passe à côté d'elle, la carriole qui les transporte, donc avec Sansa qu'elle recherchait, et merde, elle l'a pas vu. Ah mon dieu, fatalité du destin, hein. Vraiment pas de chance pour retrouver les filles, quoi. Et elle en a même marre, Brienne, parce que tout ce qu'elle a essayé de faire, ça a été en vain. Elle n'a pas réussi à avoir Arya. Toutes les personnes dignes de diriger pour elle sont mortes, il ne reste plus que des connards. Et ouais, elle en a un peu marre, quoi. Elle se dit, c'est foutu, je suis pas un chevalier. Rentre où tu veux, pars où tu veux, Podrick, j'ai pas besoin de toi, je suis pas un chevalier. Voilà, c'est quelqu'un qui laisse un peu tomber, qui lâche l'affaire et se dit, ouais, tout ce que j'ai fait, au bout du compte, ça aura amené à rien. Alors, voilà, c'est ces moments donnés où elle tombe un petit peu au plus bas et j'espère qu'elle remontera. Enfin bon, nous verrons, hein, c'était une scène rapide. En tout cas, ouais, il reste plus qu'à parler de ce qui se passe du côté des Lannister. Avec d'une part, bon, on va se centrer pas mal sur Cersei au début, c'est d'ailleurs sur elle que ça se centre. De façon un peu moyennement compréhensible, je trouve.
J'ai l'impression que c'était super gratuit la scène de départ, donc peut-être que je me trompe, peut-être que ça reviendra d'une certaine façon ou d'une autre, mais voilà, on voit l'enfance de Cersei qui est accompagnée par sa bonne ou je sais pas quoi, et qui décide de s'aventurer seule dans les bois pour aller voir une hutte de sorcière qui peut prédire l'avenir. Et alors, ça doit être moi, j'ai cru pendant pas mal de temps que c'était Osha. J'ai l'impression que c'est la même actrice, peut-être que je me plante royalement, peut-être qu'elle se ressemble juste, mais j'aurais juré que c'était Osha. Mais je dois me tromper parce que c'est quand même très loin de ce qu'elle représentait. Cela dit, peut-être. Peut-être qu'elle a ce pouvoir divinatoire qu'elle nous a caché. J'en sais trop rien, ça ne correspond pas au passé qu'elle a raconté. C'est pour ça que si ça se trouve, je dis des grosses conneries, vous n'avez pas reconnu Osha du tout. Moi, ça m'a trop fait penser à Osha. En tout cas, ouais, quoi, elle vient voir la divinatrice, genre, ah, j'ai pas peur de vous, ce que je veux, c'est que vous me disiez mon avenir. Et donc, après un petit échange de sang, ah, fais-moi goûter ton sang pour que je devine ton avenir. Ouais, une façon de voir l'avenir particulière, mais bon, ok, hein. J'avais pire. C'est mieux que les autres poulets déjà. Elle, lui, révèle donc des trucs qu'on sait, quoi. Comme quoi, ouais, elle épousera un roi, pas un prince. Elle n'aura pas d'enfant avec lui, il en aura 20, mais toi t'en auras 3, mais vous n'aurez pas l'enfant ensemble. Et tous tes enfants se porteront l'or à leur tête, mais aussi le linceul d'or, c'est-à-dire qu'ils mourront, quoi. Voilà. Et c'est bien joli ce genre de truc, à part pour appuyer davantage le fait qu'elle s'inquiète pour Tommen, qui risque d'y passer lui aussi. Je vois pas en quoi ça servait à grand chose cette scène. Elle était pas mal faite du tout, mais. Ouais, on lui a prédit les trucs qui y sont arrivés, c'est bien. C'est pas comme si elle avait pris ça en compte d'une quelconque façon avant. Donc qu'est-ce que ça change? Vraiment, qu'est-ce que ça change, cette scène? J'ai pas très bien compris, c'est par là qu'on commence. Et j'en sais rien, peut-être que ça rejoue un rôle plus tard, mais en gros, la seule chose qu'on sait maintenant, la seule chose que ça dit, c'est qu'elle a également prédit la mort de Tommen, quoi. Et ouais, c'est censé inquiéter davantage chercher, mais Cersei est censée déjà être inquiète par rapport à ça, après ce qui est arrivé à Joffrey. Donc je vois pas je comprends pas très bien le délire en fait, je vous cache pas. Là, en tout cas, ouais, semble-t-il le mariage entre Tommen et Marjorie approche, et c'est surtout les obsèques de Tywin, parce que voilà, il est mort, et Cersei est pas contente parce qu'elle a peur maintenant qu'on s'en prenne la famille Lannister, puisque maintenant que leur grand pilier est mort, le pilier qui est protégé, et maintenant qu'ils sont plus trop riches, hein, d'après ce qu'il a dit, donc ils sont plus redevables à la banque de fer, donc ils sont un peu en mauvaise posture, hein, les Lannister maintenant, hein. Ils se disent maintenant tout le monde va vouloir s'en prendre à nous, etc., il faut faire gaffe, voilà ce que t'as fait en libérant notre frère, connard. Tiens, ça te dirait pas qu'on baisse devant le cadavre de notre père? C'était déjà super excitant devant le cadavre de notre fils, maintenant notre père serait tellement cool. Non, non, c'est pas fait ça, c'est pas fait ça. Ça aurait été marrant qu'ils le fassent de façon super tordue, mais ça aurait été marrant quand même. Non, non, ils baissent pas devant le cadavre de leur père cette fois. Ça tue l'amour, hein. Ils préfèrent faire ça devant des cadavres d'enfants, hein. C'est plus pratique, ça excite plus. Ça reste un passage tellement discutable ça. Donc, les obsèques ont lieu, il y a des gens qui viennent présenter leurs condoléances, notamment Loras, de façon très typique, ça lui passe par-dessus la tête, Cersei, et elle finit par remarquer dans la foule le cousin Balance, qui n'est plus apparu depuis la saison 2, et que j'ai eu du mal à reconnaître tout de suite, hein, comme elle d'ailleurs, parce que le mec il a pris des habits de moine, il a fait vœu de pauvreté ou un truc comme ça, il s'est coupé les cheveux, ils sont super courts maintenant, donc ça il se reconnaît pas tout de suite, et apparemment il a trouvé la foi, et il a envie de s'assagir par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Et il lui dit, tiens, le Seigneur des Sept Lumières, ou un truc comme ça, je sais plus exactement comment il le présente, pourra lui pardonner si elle se repent. Et je pense que ça l'atteindra pas trop, hein. C'est bien de lui proposer, mon petit, mais ça ne marchera pas trop, je pense. Voilà, c'est histoire de dire que ce personnage a évolué, qu'il a rien fait, il a pas rien fait durant tout ce temps, durant la période où on l'a pas vu, c'est bien. Est-ce qu'il jouera un rôle après? Je ne sais pas trop. On a une petite scène entre Marjorie et Loras qui mettent un petit peu à plat leur situation. Comme quoi, si Loras n'épouse pas Cersei maintenant que son père n'est plus là pour la forcer, il y a moyen, elle va très certainement rester et
jouer un rôle, l'empêcher de contrôler Tommen comme elle le veut pour le pouvoir. Enfin, il s'est pas dit comme ça, mais j'ai le sentiment que c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire passer. Donc voilà, ils mettent un petit peu en avant leur position. Sachant que juste avant, il y a une petite scène entre Loras et un mec quelconque qu'il a croisé, hein, une petite scène où on montre une fois de plus qu'il est homosexuel. Voilà, voilà. Et j'adore la façon dont on a tourné ça avec les ombres, de façon à ce qu'on ne voit pas leurs appareils. Genre, le mec il se tourne, ils sont quand même censés s'approcher, etc. Mais il y a un jeu d'ombre précis qui fait qu'on ne voit absolument pas ce qu'il y a au niveau de l'entrejambe. C'est extraordinaire. Sachant que, honnêtement, je vois pas ce qui vous empêchait de le faire. C'est pas la première fois qu'on verrait un pénis d'homme, pas en érection, bien entendu, hein. J'imagine qu'on peut dire qu'ils sont pas en érection tout de suite. Donc ouais, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ou alors c'est juste, comme par hasard, la lumière qui a fait en sorte que c'était comme ça. Gros coup de chatte. Ou alors le mec s'est mis exprès dans la position qu'il fallait pour que l'ombre recouvre tout. C'est le directeur, le metteur en scène, le réalisateur de l'épisode qui a dit tu te mets dans cette position précise, comme ça quand tu te tournes vers lui, on ne voit pas ton paquet, ok? Excusez-moi, c'est très puéril de ma part, mais ça fait super bizarre quand même. Donc, oui, après ça, donc ils font un peu le point sur leur situation. Ils sont mieux lotis que Lannister, techniquement parlant, mais... ouais, on verra un peu ce qui se passe par rapport à ça. C'est vraiment de la mise en place de la situation, en fait. Donc, ouais, il n'y a pas grand chose à en dire, à part que, ouais, la situation est mise en place. Et c'est pareil pour Tyrion, qui arrive à, comment s'appelle cet endroit... Pentos, il ressort de la caisse dans laquelle Varys l'a emmené en se plaignant un petit peu comme quoi il a dû faire ses besoins là-dedans et c'était pas génialissime. C'est bien de dire les détails de la chose, c'est vrai que des êtres humains doivent faire leurs besoins et être cachés dans une caisse pendant plusieurs jours, et ben ouais, il y a ça à prendre en compte. Genre le détail qu'on rajoute pas dans le Seigneur des Anneaux, hein, ça c'est le petit plus, dira-t-on. Ouais, il est complètement... démoralisé de la vie, ce type, hein. Il se dit merde, j'en ai plus rien à foutre de rien du tout, tout ce que je vais faire c'est me saouler. Et Varys se dit merde, j'ai besoin de toi vieux, hein. J'estime que vous êtes encore une force pour aider le pays à aller mieux, et pour ça j'ai besoin de vous un peu mieux que ça. D'autant plus qu'il y a quelqu'un, un représentant, un futur souverain, qui sera mieux que Tommen le naïf, qui n'a pas d'expérience, ou que Stannis le barbare, qui voudra tout simplement défoncer tout ce qui n'est pas le corps avec lui. Et Tyrion lui dit bonne chance pour trouver quelqu'un comme ça, un type comme ça. Et Varys lui dit attendez, je ne parlais pas d'un type, je parlais de quelqu'un, d'une femme qui pourrait se prouver digne de ça. Et pour ça, j'ai envie de vous emmener la voir. Allons ensemble à Mérine rencontrer Daenerys. Voilà, donc ça se termine là. C'est le moment où il y a pas mal de gens qui laissent un peu tomber, qui se rendent compte de leur situation. Tyrion, Brienne, et même deux, trois autres où c'est vaguement comme ça, et où on sent qu'il y a... ça demande qu'à remonter, quoi. Hein, il y a la situation ne demande qu'à remonter un peu pour eux, à évoluer davantage pour eux. Et ouais, en soi, c'était pas mal. Après, voilà, c'est un épisode de mise en place. Voilà notre nouvelle situation. C'est amené, montré de façon tout à fait satisfaisante, mais il n'y a rien de grandement extraordinaire, grandement marquant là-dedans. C'est juste fait efficacement, et pour ça, ça va, quoi. Il y a besoin, des fois, de ce genre d'épisode de transition où il faut mettre en place, bien appuyer la situation qui est mise en place. Et ils le font bien. Après, c'est pas les meilleurs épisodes, c'est évident, mais c'est bien fait dans l'intention de l'épisode. J'ai rien à dire par rapport à ça. Quelques trucs un chouïa grossier, mais rien de grandement ennuyeux. Ça allait, bon épisode. Bien, on verra ce qui se passe par la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!